7h43, c'est le petit déjeuner politique d'Emmanuel Vargon ce matin, ministre délégué au logement. Oui, bonjour Emmanuel Vargon. Bonjour. Alors avant de parler des nouvelles urgences du logement, dans un instant, c'est le plan de vaccination qui fait l'actualité évidemment ce matin. Est-ce que c'est raisonnable d'annoncer les premières piqûres pour la semaine prochaine, quasiment sous le sapin de Noël, si je puis dire, en tout cas d'ici la fin de l'année? Sommes-nous prêts et déploiement et puis confiance aussi dans le vaccin? Je crois que c'est attendu et d'abord on attend les autorisations de mise sur le marché, c'est-à-dire le moment où les vaccins sont validés. Après, pas de raison d'attendre pour commencer le plan de vaccination qui a été défini avec le conseil scientifique, avec la haute autorité de santé, très progressivement. D'abord les résidents des EHPAD et puis les populations les plus à risque et enfin nous tous à partir du printemps prochain. Oui, et ça, la logistique, parce qu'on a failli un peu sur la logistique jusqu'à présent, que ce soit les masques, le dépistage. Donc est-ce que là, on va être prêt? Parce qu'on a eu un petit peu le temps de se préparer quand même. Alors, on s'y prépare en ayant préacheté 200 millions de doses en attendant les autorisations, en organisant la chaîne logistique et en s'appuyant énormément sur les professionnels de santé. Je crois que c'est ça qui est très important. Oui. Est-ce que vous êtes disposé à montrer l'exemple, vous, si besoin, la semaine prochaine, s'il faut rassurer à vous faire vacciner? Alors moi, je ne suis pas résidente en EHPAD. Non, pas encore. Non, mais, ça, oui. Mais je me ferai vacciner sans aucun doute quand ce sera mon tour, c'est-à-dire quand on sera aux tranches d'âge, population, etc., auxquelles j'appartiens. Donc pas tout de suite, parce que mais pour là, l'instant... il y aura du recul sur les personnes qui auront été vaccinées. C'est pas une question de recul du tout, c'est une question de le faire avec les bonnes priorités, la bonne résultante entre le bénéfice et le risque. Et du coup, à partir du moment où les recommandations sont d'abord les personnes les plus vulnérables et hébergées en collectivité, comme sont des EHPAD, je crois qu'il faut vraiment respecter ça. Et moi, j'ai confiance dans nos autorités sanitaires, dans les autorisations de mise sur le marché. Le bénéfice et risque, c'est ça. On avait un représentant du syndicat national des professionnels infirmiers tout à l'heure qui avait quelques doutes par rapport à ça, quoi. Moi, je crois qu'il faut laisser faire les agences dont c'est le métier, les professionnels dont c'est le métier. Ces vaccins sont évalués avec beaucoup de rigueur. Et d'ailleurs, les vaccins pour lesquels les essais cliniques sont décevants, on sait déjà que les autorisations de mise sur le marché ne seront pas données tout de suite. Oui. C'est bien la preuve que ça n'est pas fait de façon automatique, mais de façon approfondie. Oui. Alors Emmanuel Vargon, vous êtes ministre du Logement. Dans la loi sur les principes républicains, le séparatisme, pour faire court, le logement est un peu oublié, mais vous revenez quand même à la charge pour obliger à la mixité sociale. Alors première question, ces mesures seront-elles à part et quelles obligations concrètement? Parce qu'il existe déjà des obligations de 20%, je crois, dans les communes, quoi. Alors pour moi, les principes républicains, c'est aussi comment est-ce qu'on habite tous ensemble, comment est-ce que les classes sociales se mélangent et comment est-ce qu'on évite de laisser des quartiers entiers dans une telle difficulté avec pauvreté, chômage tel que c'est le lit finalement de tous les séparatismes. Et c'est pour ça que je l'ai proposé dans la loi principes républicains. Finalement, ce sera dans un autre texte, on est en train de regarder lequel, dès le début de l'année prochaine. Et ce que je propose, c'est deux choses. D'abord, de continuer à construire des logements sociaux partout en France, dans toutes les communes, en tout cas dans toutes celles qui sont suffisamment grosses et qui sont dans des endroits dans lesquels on a besoin de logements, pour que le logement social soit réparti partout en France. Et ensuite, regarder d'un peu plus près qui accède au logement social aujourd'hui, pour que les attributions de logements sociaux reflètent la diversité de la population française. Vous savez, 70% des Français sont éligibles au logement social, et donc à nous de trouver le bon équilibre entre les personnes très en difficulté, parfois même qui sortent de la rue, et puis les Français moyens, intermédiaires, les gens qui travaillent. On en a déjà beaucoup dans le logement social, mais on a la question aussi des travailleurs clés de la première période. Il y a ceux qui restent dans le logement social quasiment à vie, qui n'en auraient peut-être plus besoin au bout d'un certain temps. Ça, c'est aussi l'une des problématiques. Et résultat, ceux qui en auraient besoin immédiatement n'en bénéficient pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut plus de fluidité à l'intérieur du logement social aussi, y compris d'ailleurs dans la taille des logements. Parce que pour l'instant, quand vous êtes dans un logement social trop grand, parce que vos enfants sont partis, que vous êtes à la retraite, c'est très compliqué de passer d'un T4 ou d'un T5 à un T2. Et après, on a mis en place des surloyers pour ceux dont les revenus ont augmenté, aussi pour qu'ils contribuent plus, voire que ces personnes-là... Oui, parce que c'est pas à vie, normalement, un logement social. Si, est-ce que c'est à vie? Ça doit être un logement social, ça doit permettre d'accéder à un logement décent dans des prix quand on démarre sa vie, quand on a des difficultés. Mais après, on ne devrait pas y rester à vie. C'est pour ça, encore une fois, qu'on a mis en place ce qu'on appelle des surloyers. Bien sûr, mais vous payez c'est plus, à la marge, vous le savez. C'est un peu plus qu'à la marge, et ça devient incitatif à bouger. Je crois qu'effectivement, il faut plus d'entrées, des entrées plus mélangées, et effectivement se poser la question de la suite.
Oui, alors vous avez stigmatisé un petit peu justement les maires qui sont en colère après vous, l'AMF, parce que vous dites qu'ils ne jouent pas le jeu. Alors j'ai pas stigmatisé les maires. Ouais. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de maires qui construisent des logements sociaux. Cet après-midi, je vais en Eure-et-Loire, dans une commune qui a construit beaucoup de logements sociaux, et je vais pouvoir en discuter avec le maire pour savoir comment il a fait. Après, on a 550 communes en France qui ne respectent pas leurs obligations et leur chemin pour l'atteindre. Et c'est normal de les sanctionner, soit avec des amendes, soit même en reprenant les permis de construire. Dans ces 550 communes, il y en a certains qui disent ouvertement « Moi, ça ne m'intéresse pas, le logement social, je préfère payer des amendes. Ouais. » Et ça, je trouve ça choquant. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais qu'on prolonge la loi dite SRU. Vous savez, cette grande loi de 2000 qui pose cette obligation de créer des logements sociaux, parce qu'elle se termine en 2025 et on commence à avoir des maires qui jouent la montre en se disant « Bon, plus que 4 ans à tenir. » Et quoi, après, ce sera bon. Ce sont des communes riches, ce sont des communes qui ont du foncier à des prix trop élevés. Alors, ce sont des communes de région parisienne ou des communes de province. Hein, on a vraiment les deux. On en a aussi en Provence-Alpes-Côte d'Azur, par exemple. Ce sont des communes qui parfois ont des problèmes de foncier. C'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver les terrains pour construire, mais certaines communes aussi construisent des logements sans construire des logements sociaux, considérant que finalement, si on a plutôt que des populations plus favorisées sur la commune, c'est bien. Mais en faisant ça, on oblige les autres à prendre plus que leur part. Moi, ce que je souhaite, c'est que chacun accueille sa part de la diversité sociale. Dans ce que vous voulez, c'est dans la nouvelle loi. L'obligation, elle existe. On va simplement la prolonger pour ne pas donner l'impression qu'avec un peu de chance, les maires finiront par y échapper. Et des amendes peut-être plus fortes alors, pour que ce soit suffisamment incitatif? Oui, je pense qu'il faut revoir les amendes et peut-être voir comment est-ce qu'on reprend les permis de construire. Parce que finalement, la bonne manière de faire, c'est de dire si le maire refuse de signer des permis de construire pour des logements sociaux, alors peut-être que c'est l'État qui reprend la main. Oui, alors il y a une ghettoisation. On dit en fait aussi qu'il y a des catégories ethniques qui sont un peu plus dans ces quartiers où il y a des logements sociaux. Mais là, comment peut-on faire? Puisqu'on n'a pas concrètement, on n'a pas de statistiques ethniques. Donc, moi, je ne crois pas que ce soit un problème. Est-ce que ça passe par là ou pas? Je ne crois pas que ce soit un problème ethnique, je pense que c'est un problème de classe sociale. Parce que ce qui marche bien dans le modèle à la française, c'est le mélange des parcours, des classes sociales. Ce n'est pas seulement une question, ou pas principalement une question d'origine, mais simplement quand vous avez des quartiers dans lesquels le taux de pauvreté, qui en France est à 15%, dans ces quartiers qui peuvent atteindre 40, 50, 60%, ça veut dire que vous concentrez au même endroit, y compris pour les services publics, pour les services sociaux, que des familles en grande difficulté. Il ne s'agit pas de stigmatiser ces familles, il s'agit de dire que c'est plus difficile pour eux, c'est plus difficile pour les pouvoirs publics qui les accueillent, c'est plus difficile pour l'école. Et donc moi, c'est cette mixité sociale que je cherche. Oui, bon, sociale, et donc il n'y aura pas de statistiques de référence en fait ethnique. Hein. La question des statistiques ethniques, c'est une question qui revient régulièrement, c'est une question qui divise. Moi, je crois qu'elle n'est pas encore mûre. Un mot sur la Convention citoyenne pour le climat et le logement. Emmanuel Macron a botté en touche sur la rénovation thermique obligatoire. Alors, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation. C'est quand même un peu ça. Pas pour tout le parc des logements. Ce qu'on a appris de la taxe carbone et de la crise des gilets jaunes, c'est qu'il faut aider, trouver des solutions avant d'obliger. C'est-à-dire dire aux gens, vous êtes obligés de rénover votre logement, y compris quand c'est une passoire thermique, sans leur dire avec quel argent, avec quelle aide, avec quel accompagnement, qui va faire les travaux, comment ça va être accompagné, c'est difficile. Donc le président m'a demandé de retravailler les aides et l'accès au financement dans les 3 mois qui viennent pour aller encore plus loin sur les aides à la rénovation, notamment des passoires thermiques. Et il a dit une chose très importante pour moi, les aides massives du plan de relance seront prolongées après le plan de relance. On met 4 milliards par an en ce moment sur la rénovation énergétique des logements. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ira au-delà de 2022. Donc on va vraiment financer massivement. Et il y aura des obligations pour les propriétaires aussi qui louent des logements. Obligation pour la mise à la location en disant une passoire thermique, à un moment, on va considérer que ça n'est pas un logement décent. Ça n'est pas possible de louer un logement dans lequel la moitié du chauffage part à l'extérieur des murs. Et là, sinon, il y aura aussi un petit peu comme peut-être pour les logements sociaux, des amendes pour ceux qui ne le feront pas.
En tout cas, il y aura la possibilité pour le locataire de refuser de payer son loyer et de se retourner contre le propriétaire. Vous savez, pour l'instant, un logement décent, c'est un logement, il faut un point d'eau, plus de 9 mètres carrés. C'est vraiment la base de la base. C'est simplement la qualité minimale d'une habitation. Bon, après, ça va être compliqué à l'échelle, en fait, parfois d'immeubles, quoi, bien sûr, des anciens immeubles. C'est pour ça qu'on va aider les copropriétés. C'est très, très important, parce que si c'est chaque copropriétaire, c'est très compliqué. Si c'est la copropriété, c'est plus facile. Oui, justement, un mot aussi sur les petits propriétaires. Là, il y a une réforme que voudraient certains de la trêve hivernale par des députés LREM qui voudraient la réformer pour que les locataires mauvais payeurs soient expulsés en fait plus tôt. Alors moi, j'y suis pas du tout favorable. Parce que la trêve hivernale, pour moi, c'est sacré. On n'expulse pas du 1er novembre au 31 mars. De toute façon, on expulse pour de bonnes raisons, puisqu'on expulse toujours après une décision de justice. Donc on peut pas commencer à dire, oui, mais dans certains cas particuliers, on peut mettre un coin dans la trêve hivernale. Après, je pense que le sujet, c'est d'aider les locataires à payer leur loyer. Et donc, on est en train de monter une action pour comment lutter contre les impayés de loyer. D'abord, j'ai créé un observatoire pour qu'on sache un peu de quoi on parle. Ensuite, j'ai demandé à Action Logement, qui est le grand organisme qui aide au logement des salariés, d'améliorer ces aides aux impayés de loyer. Ils viennent de le faire, ils viennent de l'annoncer. C'est une bonne chose. On travaille avec les départements qui ont des fonds pour aider les locataires en difficulté. C'est la prévention, moi, qui m'intéresse. Question avec vous, Cécile. Oui, on assiste à l'explosion des personnes sans domicile fixe en France. On parle de 300 000 personnes aujourd'hui. On est en saturation d'hébergement. Est-ce que vous avez de nouvelles places d'hébergement d'urgence mises en place justement ? On n'a jamais ouvert autant de places d'hébergement. C'est-à-dire chaque soir, on héberge et on met un toit sur la tête de près de 200 000 personnes. C'était 140 000 au début de l'année avant le premier confinement. On n'a jamais ouvert autant de places. On en a encore ouvert 20 000 depuis mi-octobre, depuis le deuxième confinement. Du coup, on commence à avoir un petit peu moins de pression de demandes non satisfaites. Il reste des personnes à la rue. C'est assez difficile de savoir combien. Il doit rester autour de 10 000 personnes à la rue, dont certaines sont difficiles à trouver et difficiles à convaincre de venir dans des structures d'hébergement. Justement, mais nous n'avons jamais ouvert autant de places et nous travaillons vraiment avec les associations. J'écoutais l'Armée du Salut sur votre antenne tout à l'heure. On travaille avec eux, on travaille avec la Fondation Abbé Pierre, on travaille avec Emmaüs. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas réquisitionner des logements vacants ? On parle de 3 millions de logements vacants, c'est ce que demandent les associations. C'est un chiffre qui est un peu fantasmé, ce chiffre de 3 millions de logements vacants. Il y a des logements qui sont vacants simplement parce qu'ils sont en vente. Et donc, entre le moment où vous quittez votre logement, vous le mettez en vente, et le moment où il a été acheté, il peut être vacant pendant 6 mois, mais ce n'est pas des logements réellement vacants. Les procédures de réquisition, ce n'est pas très facile, en fait. C'est assez lourd, c'est très encadré. Pour l'instant, on travaille plutôt soit avec des acteurs publics qui mettent à disposition des bâtiments, ça marche assez bien, soit sur des sites, y compris industriels ou tertiaires, sur lesquels on sait que pendant 2 ans, 3 ans... Des bureaux qui vont être libres, Emmanuel Vargon. Tout à fait. On a un certain nombre d'endroits dans lesquels on sait que pendant 2-3 ans, dans un projet immobilier, le site va être vide. Et on commence à installer ce qu'on appelle des logements modulaires ou intercalaires, et ça marche très bien. Et pour les bureaux, vous avez raison, je crois qu'on a une opportunité historique de transformation de bureaux en logement dans la période, et que la rentabilité des bureaux, qui était tellement plus forte que celle des logements, ça commence à s'équilibrer. Mais là, on ouvre des places, je vous dis 20 000 places en 2 mois, c'est énorme. On continue à en ouvrir. Donc, c'est pas tellement un sujet de réquisition, c'est plutôt un sujet d'aller chercher les personnes et de leur proposer un toit. Ça va être un vrai sujet, la transformation probablement de bureaux, parce qu'il y a des grands, aujourd'hui, des grands sièges qui sont quasiment vides. Et il y a beaucoup de télétravail. Non, ça va libérer. Ça risque pas de déséquilibrer un petit peu le marché. On va avoir une transformation, je pense, de l'immobilier et du bâti, avec des très grands sites de bureaux dans lesquels on va être incité finalement à faire plus de mixité. Là aussi, je reviens au mot mixité, mais c'est pas la même. C'est mixité entre bureaux, logements, services, commerce. Mais ça permet aussi de vivre ensemble de façon plus équilibrée. Les investisseurs commencent à se dire, finalement, le logement, c'est pas si mal. Et donc, ça tombe très très bien. Et moi, je suis très à l'écoute de ces investisseurs pour voir comment est-ce qu'on les ramène au logement. Il y aura de la transformation. Merci Emmanuel Vargon, ministre délégué au logement. Je vois qu'il y a beaucoup de réactions. Il y a le logement vous appauvrit, par exemple, qui vous interpelle. Vous verrez ça évidemment sur l'ensemble des réseaux sociaux. Merci à vous d'être venu ce matin au micro Sud Radio.